Bonjour. Dans cet exercice, on va voir un exemple de champ vectoriel qui dérive d'un potentiel. Bien, on nous donne le champ vectoriel dans R3, f de x, y, z égale PQR, avec P de x, y, z. Ici, PQR, c'est une notation qu'on utilise souvent en physique, mais en fait, la vraie notation, c'est P de x, y, z, Q de x, y, z, R de x, y, z. P de x, y, z égale 3x carré y, z plus z carré. Q de x, y, z égale x3z plus 2y. Et R, la troisième composante de x, y, z, c'est x3y plus 2xz plus 1. Alors, on demande de voir si ce champ-là dérive d'un potentiel. Et si c'est le cas, trouvez ce potentiel. Ça veut dire quoi? Grand F dérive d'un potentiel. Ça veut dire qu'il est égal le gradient d'un certain petit f qui s'appelle le potentiel. Si on revient au cours, pour qu'un champ vectoriel f dérive d'un potentiel, il doit vérifier rotationnel de f égale 0. C'est ce qu'on avait appelé champ conservateur. Champ conservateur, ça veut dire son rotationnel est nul. Donc, qu'est-ce qu'on avait établi comme relation? Que si pour un champ vectoriel le rotationnel est non nul, alors f ne dérive pas d'un potentiel. C'est-à-dire il n'existe aucun petit f tel que grand F égale à grade de petit f. Donc, quand on a à chercher si grand F dérive d'un potentiel, c'est-à-dire est-ce qu'il est le gradient d'une certaine fonction, on pourrait y aller directement, poser les égalités. On a f qui est donné PQR, et le grade, on sait que c'est df dx, df dy sur df, virgule df dz. Poser les égalités, puis calculer, essayer de trouver grand F. Mais si ce n'est pas un grade, s'il ne dérive pas d'un potentiel, on va perdre du temps pour rien. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs et on va arriver à des choses qui ne donnent rien. Donc, en principe, le mieux, c'est, pour savoir si un champ vectoriel dérive d'un potentiel, le mieux, c'est de calculer son rotationnel d'abord. Une fois on a calculé son rotationnel, si on trouve que ce rotationnel est non nul, alors on a la conclusion immédiate, c'est que f ne dérive pas d'un potentiel. Donc, ce n'est pas la peine de chercher petit f. Ce n'est pas la peine, on sait qu'il n'y a aucun petit f, aucune fonction petit f telle que f soit égal au gradient petit f. D'accord? Mais dans le cas où on trouve le rotationnel de grand F est égal à 0, là, on n'a pas l'implication inverse dans le cas général. Mais il y a des conditions pour qu'on ait l'implication inverse, pour qu'on ait l'équivalence, qui est donnée par ce théorème-là. Si on a f de classe C1 sur un domaine simplement complexe, et si son rotationnel est nul, alors c'est un champ vectoriel qui dérive d'un potentiel. C'est-à-dire il y a équivalence dans ce cas-là, sous la condition de f de classe C1 sur domaine simplement connexe. Dans ce cas-là, f dérive d'un potentiel si et seulement si son rotationnel est nul. Voilà. On revient à l'exercice. On a donc le champ vectoriel f, on a qui est formé de PQR,
hein, dans R3. Donc, pour voir s'il dérive d'un potentiel, on va commencer par calculer son rotationnel. Alors, calculons son rotationnel. Donc, c'est nabla vectoriel f. Donc, c'est le calcul d'un déterminant. On pose IJK. On pose d rang sur d rang x, d rang sur d rang y, d rang sur dz, c'est-à-dire le nabla. Hein, l'opérateur nabla qui est considéré comme un vecteur. Et puis là, on pose P, Q, R. Hein. P, Q, R. P, Q, R. Et maintenant, donc, commençons le calcul de ce déterminant. Bien, alors, donc, selon la première ligne, relativement à la première, donc relativement à I, on supprime ligne et colonne. Et ça nous fait ça fois ça, moins ça fois ça. C'est-à-dire la dérivée par rapport à y de x3y plus 2xz, moins la dérivée de x3z plus 2y par rapport à z, selon i. Maintenant, on passe selon j, c'est un déterminant, donc là, plus, moins, plus, donc il y a un signe moins ici, d'abord, et puis on supprime ligne et colonne où se trouve le j, et ça va nous donner le déterminant d'ordre 2, donc ça va donner le déterminant d'ordre 2, ça fois ça, moins ça fois ça. Donc il y a le moins, dérivé par rapport à x, 2x3y plus 2xz, moins dérivé par rapport à z, 2, 3x carré yz plus z carré. Passe à la dernière. Donc, plus, moins, plus. Donc, il y a un plus ici. Et on supprime ligne et colonne où se trouve le K. Et qu'est-ce que va nous rester? Le déterminant d'ordre 2, celui-là. C'est-à-dire, dérivé par rapport à x de x3z plus 2y, hein, moins dérivé par rapport à y de 3x carré y plus z carré, selon K. Donc, c'est un vecteur de R3. Bien, maintenant, on va passer au calcul. La dérivée par rapport à y. On a ici, le x et le z sont considérés comme des constantes. Donc, la dérivée par rapport à y de ça, c'est 0. La dérivée de y par rapport à ça, c'est 0. Et la dérivée de ça, c'est comme si c'est de la forme alpha y. Donc, la dérivée par rapport à y, c'est alpha. Cette constante-là par rapport à y, c'est-à-dire x3. Donc, ici, ça va donner x3. Et là, la dérivée par rapport à z de ça, hein, c'est-à-dire alpha z, c'est alpha. Le alpha ici, c'est x3. Et la dérivée de ça par rapport à z, il n'y a pas de z, donc c'est 0. Donc, ça nous fait x3 moins x3. La deuxième, dérivée par rapport à x. Donc, c'est les y et z qui sont considérés comme des constantes. Donc, c'est comme si on a ici de la forme alpha x3. Donc, la dérivée par rapport à x, ça va être 3 alpha x carré, c'est-à-dire 3y x carré. Et pour celui-là, la dérivée par rapport à x, le alpha ici, c'est alpha x, le alpha c'est 2z, donc la dérivée par rapport à x, ça va être alpha, c'est-à-dire 2z. Et la dérivée de 1, c'est 0. Hein, c'est une constante. Donc, ça fait 3x carré y plus 2z plus 0. Et pour celle-là, donc dérivée par rapport à z, donc ça c'est constant par rapport à z, donc ça va donner 3x carré y. Et là, la dérivée par rapport à z, c'est 2z.
hein, et c'est entre parenthèses. Donc, quand on enlève les parenthèses, ça va faire moins, moins. Pour celle de K, donc, dérivée par rapport à x, dérivée de ça, c'est 0. Hein, z et y sont considérés comme des constantes. Et dérivée par rapport à x ici, c'est 3x carré fois alpha, c'est-à-dire 3x carré z. Et pour la deuxième, par rapport à y, donc c'est alpha y, la dérivée par rapport à y, c'est alpha. Alpha ici, c'est 3x carré z. Et la dérivée de ça par rapport à y, c'est 0, puisque ça ne dépend pas de y, c'est une constante en y. Donc, ça fait encore 3x carré z. Hein, ça n'apparaît pas dans la slide. Alors, donc ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, ce qui donne que le rotationnel de f, c'est 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? On ne peut pas conclure directement que f dérive d'un potentiel, comme on a dit. Pour l'implication inverse, il faut des conditions. C'est-à-dire f de classe C1 sur un domaine simplement connexe. Alors, on regardait, donc là, c'est quoi le grand F? Le grand F, ici, ça c'est P, ça c'est Q, c'est R. Vous voyez, c'est des polynômes en x, y, z qui sont en fait indéfiniment dérivables. Donc, la condition sur R3, hein, partout. Donc, la condition de classe C1 sur un domaine simplement connexe ne pose pas de problème ici. Le R3, elle est simplement connexe. Et ça, c'est de classe C1 partout. Donc, on peut dire que du fait que le rotationnel est nul, alors f dérive d'un potentiel sur tout domaine simplement connexe de R3. F dérive d'un potentiel, c'est-à-dire f égale le gradient d'un petit f qui s'appelle potentiel. Donc, ceci pour la première étape. On sait déjà qu'il dérive d'un potentiel. Et maintenant, donc on va chercher ce potentiel. Donc, cherchons petit f tel que grand F égale a grade petit f. C'est-à-dire, c'est quoi le gradient de f? C'est la dérivée de petit f par rapport à x, le dérivé de f par rapport à y, dérivé de f par rapport à z. Hein, c'est un champ vectoriel. Et c'est quoi grand F? C'est PQR. PQR. On a l'égalité de deux vecteurs, de deux triplets. Donc, première coordonnée égale première coordonnée, deuxième coordonnée égale deuxième coordonnée, et troisième coordonnée égale troisième coordonnée. Donc, on va écrire ces trois égalités. Ça va nous donner donc df sur dx égale 3x carré yz plus z carré. Df sur dy égale q égale x3z plus 2y. Et df sur dz égale r x3y plus 2xz plus 1. Donc, cherchons petit f qui vérifie ces trois conditions. Donc, on va prendre la première. On commence par la première. Dérivée de f par rapport à x égale à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit f, petit f, il dépend de x, y, z. Petit f de x, y, z égale à l'intégrale de ceci par rapport à x. C'est-à-dire, on doit trouver une primitive de ça par rapport à x. C'est comme si le y et z sont des constantes. Donc, c'est quoi une primitive de alpha x carré? Une primitive de alpha x carré, c'est alpha x3 sur 3.
Hein, le alpha ici, c'est 3YZ. Donc, c'est 3YZ fois x3 sur 3. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire x3YZ. Ok? Ça va faire x3YZ. Plus une primitive de ça. Ça, c'est une constante. C'est comme si j'ai alpha. Par rapport à x, ça va donner z carré x. Ok? Donc, une primitive, c'est x3YZ plus xz carré. Plus une constante en x. Hein, parce qu'on a fait la primitive par rapport à x. On a une fonction qui dépend de xyz, qui est constante en x. Ça veut dire qu'il n'y a pas de x dans son expression. Ça veut dire qu'il ne dépend que de y et z. Donc, ça va être plus une fonction en yz. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est une constante en x. Donc, voilà la forme de xyz. Bien, ça, donc, il nous reste à chercher le v de yz. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, on va remplacer dans l'équation 2, qui dit que df, la dérivée de f par rapport à y est égale à q de xy, z. Donc, on remplace dans 2, ça nous donne que la dérivée de f, hein, qu'on a trouvé, on a trouvé sa forme, est égale à q, qui est x3z plus 2y. Bien, dérivons. La dérivée de ça par rapport à y, ça fait donc alpha y. Alpha ici x3z. Si on dérive par rapport à y, ça donne x3z. Et ici, dérivé par rapport à y, ça donne 0, puisqu'il n'y a pas de y. Et là, c'est la dérivée partielle de v par rapport à y. Donc, x3z plus 0 plus dérivée de v par rapport à y égale ceci. Bon, il y a une simplification et il ne reste que la dérivée de v par rapport à y égale à 2y. Donc, on passe à l'intégrale. Donc, ça va nous donner que v de yz égale l'intégrale de 2y dy. C'est quoi une primitive de 2y? C'est y carré. Donc, c'est égal à y carré plus une constante, mais on a la fonction qui dépend de yz, et elle est constante en y. Ça veut dire que ça ne dépend que de z. Hein? Donc, ça va être une fonction en z. Elle est constante en y. Une fonction en yz qui est constante en y, ça veut dire qu'il ne dépend que de z. Donc, remplaçons dans l'expression de f. Donc, f de xyz égale ça, plus v de yz qui est égal à ceci. Ça, c'est la deuxième étape. On passe à la troisième, c'est-à-dire déterminer w de z. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et comment? Donc, en remplaçant dans la troisième, hein, qui dit que la dérivée de f par rapport à z est égale à r. Dérivée de f, hein, la dernière expression qu'on a trouvée de f, égale à r, la troisième coordonnée de grand F. Bien, alors, dérivons donc par rapport à z. Hein, x et y sont considérés comme des constantes. Donc, par rapport à z, ici, ça fait x3y. Par rapport à z, ici, ça fait xz. Et par rapport à z, ici, ça fait 0. Et par rapport à z, ça fait la dérivée
de W par rapport à Z. Hein? X c'est Z, plus là c'est 0, et là c'est W' de Z, égale donc R. Bon, il y a des simplifications. Okay. Et ça nous donne donc que W' de Z égale à 1. Alors, W de Z, c'est l'intégrale de 1 par rapport à Z, c'est-à-dire Z, plus une constante tout court, parce que là, la fonction, elle ne dépend que d'une seule variable. Donc, quand on dit constante en Z, bon, ça va être un nombre R. Et maintenant, donc, pour conclure, on va remplacer W par sa valeur dans l'expression de F. Donc, F de x, y, z égale x3yz plus xz carré plus y carré plus le w de z qui est égal à z plus c. Donc, voilà les potentiels petit f tels que grand F égale à grade petit f. Grand F dérive du potentiel petit f.